Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 22h. Voici les titres de l'actualité. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a organisé hier un atelier de validation de la stratégie nationale de la protection sociale. Et le président français Emmanuel Macron est arrivé donc à Riyad hier pour une visite de 2 heures. Le président français a annoncé sa venue en Arabie Saoudite quelques heures plus tôt son arrivée. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, a reçu hier l'ambassadrice du Royaume-Uni, Susanna Mawid, accompagnée du consul honoraire du Royaume-Uni à Djibouti, Alain Martinet, ainsi que l'attaché de défense auprès de l'ambassade britannique, le colonel Matt Munro. Outre le ministre de la Défense a préparé à cette réunion, côté djiboutien, le capitaine Elias Abdillahi Guelleh, et chef du cabinet du ministère de la Défense. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue à Djibouti à Madame Susanna Mawid. L'ambassadrice a à son tour remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Et les discussions entre le ministre et son hôte ont porté sur le renforcement des relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. Dans leurs entretiens, les deux autorités ont également soulevé la situation de la région, notamment celle de la Somalie, de l'Érythrée et du Yémen. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu hier en audience une délégation de la Banque mondiale. La rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahioub, a été l'occasion d'évoquer l'état d'avancement des projets d'éducation en cours d'exécution avec le soutien de la Banque mondiale et de préparer les futurs projets. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une rapide évaluation des projets mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'est dit réjoui des avancées majeures, surtout en matière de scolarisation universelle de tous les enfants de la République dans les différents niveaux d'enseignement. Mieux encore, le développement du numérique dans l'école publique est un atout majeur dans le renforcement de la qualité des enseignements apprentissage, a-t-il affirmé. Le ministre a indiqué à ses hôtes que son département agissait à travers une série de paramètres comme la réduction des effectifs d'élèves dans les classes, la suppression des doubles flux, la transformation de la pratique en classe pour garantir un enseignement de qualité à tous les élèves de la République. Écoutons le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Un projet qui va avoir beaucoup d'ambition pour résoudre des questions du système éducatif. Au-delà des petites questions que nous avons vues par ailleurs, ici, nous avons compris son ambition, vraiment de transformer le secteur de l'éducation en mettant beaucoup plus l'informatique, en améliorant la qualité, mais surtout s'assurer que tous les enfants de Djibouti aient accès à l'école et y restent, et apprennent pour avoir un travail. C'est un grand chantier, nous sommes prêts à travailler avec lui et nous espérons y arriver. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahioub, a rappelé que les responsables de la Banque mondiale sont engagés à poursuivre la collaboration avec le MENFOP afin d'assurer les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves djiboutiens. À l'écoute. Cet après-midi, le ministre a reçu en audience le représentant de la Banque mondiale ainsi qu'une délégation de la Banque mondiale pour discuter des projets qui sont en cours de finition, qui vont se terminer au cours de cette année scolaire, et de préparer les futurs projets pour l'éducation nationale, projets qui sont ancrés sur la scolarisation universelle, donc la scolarisation de tous les élèves de la République, 100% de scolarisation pour les primaires, mais aussi pour les collèges. Aussi parler de la qualité des enseignements apprentissages. Nous voulons vraiment qu'il y ait de nouvelles pratiques des classes, des pratiques transformantes qui puissent permettre à nos enfants d'apprendre et de bien apprendre à l'école. Et puis le développement du numérique dans les écoles publiques. Et un point important qui a été discuté aussi, c'est comment améliorer la qualité des enseignements apprentissages et quels sont les différents types de stratégies, notamment la suppression des doubles flux, la réduction des effectifs des classes, rendre les établissements scolaires et les écoles agréables et accueillantes pour que les élèves apprennent mieux. Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé hier une formation en ligne de remise à niveau de la langue française destinée aux étudiants à l'université de Djibouti.
Cette formation en ligne est mise en place par un groupe d'enseignants de l'université pour pouvoir améliorer le niveau d'expression et de rédaction des étudiants. Cette formation en ligne sera disponible pour toute personne censée améliorer la langue française. L'objectif de cette formation est de remettre à niveau l'expression et la rédaction en langue française, sachant que l'université de Djibouti est la seule de l'Afrique de l'Est qui a cette opportunité de rester francophone. Le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, le directeur de l'IFAR, Stéphane Mbrena, ainsi que plusieurs professeurs-chercheurs de l'université de Djibouti en préparent à cette réunion. Aller ici à l'université de Djibouti, comme vous l'avez vu actuellement, c'est celle de Besançon que nous utilisons, mais à terme on doit l'installer ici pour que dans un premier temps et surtout le test de positionnement puisse se faire à une très grande échelle. À ma connaissance, c'est un projet unique en Afrique et à cette ampleur en tout cas, et ce que j'ai dit, j'exhorte les collègues en disant que de ces projets, on aura beaucoup de retours d'expérience. C'est aussi peut-être ce qui nous facilite, c'est aussi la jeunesse de l'université. En 2006, on était aussi l'une des rares universités africaines à se lancer dans le système LMD. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a remercié l'équipe qui a mis en place cette formation et a rappelé l'objectif capital de cette formation destinée aux étudiants. On l'écoute. Je suis très heureux d'être encore une fois à l'université pour participer à la mise en place de toute une plateforme sur la réforme de l'enseignement du français. Très heureux pour à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il répond à un besoin de renforcer la capacité de nos étudiants dans la communication, dans l'expression, dans la compréhension et dans la présentation du travail qu'ils font et dans la présentation d'eux-mêmes quand ils vont chercher un emploi. C'était donc un prérequis sur lequel on travaillait depuis un certain nombre d'années parce que les langues en général aujourd'hui font face à des difficultés. Et notre priorité était dans ces prérequis à ce que nos étudiants puissent s'exprimer de la manière la plus, je dirais, efficace et performante. L'autre élément important, c'est une réforme et une plateforme qui a été faite, et c'est là notre fierté, avec l'encadrement bien sûr de l'expertise et de l'aide de la partie française, mais par des enseignants, des anciens étudiants devenus enseignants, par des enseignants beaucoup plus anciens, de travailler ensemble pour élaborer une plateforme qui puisse être opérationnelle, non seulement opérationnelle aux étudiants de l'université de Djibouti, mais à une grande échelle, notamment par la formation en ligne en utilisant aujourd'hui le numérique. L'objectif à long terme, c'est que nous puissions mettre, à partir de l'université de Djibouti, mettre en place des cours universels ouverts à tout le monde et qui pourront toucher au-delà de l'université de Djibouti, pourquoi pas dans le monde. Donc vraiment, encore une fois, je félicite l'université de Djibouti, toutes les parties prenantes qui ont travaillé à l'élaboration de ce projet, qui nous permettra d'ici quelques mois d'avoir une cartographie du niveau des langues de nos étudiants. Cette cartographie non seulement par rapport à la filière, mais par rapport également à leur origine et à leur environnement, qui nous permettra également de recibler un certain nombre de facteurs, notamment en touchant l'appui social que nous amenons à nos étudiants. Donc je ne peux que féliciter l'université et remercier encore une fois le président de la République de l'appui qu'il apporte toujours à l'université, son écoute, ses conseils. Et d'ailleurs, c'était un de ses premiers conseils à travers un appel à l'université de Djibouti d'améliorer l'apprentissage de langue. C'est ce qui est fait, mais on souhaiterait aller au-delà encore de cette plateforme et mettre en place un véritable centre de langue avec les MOOC qui vont accompagner pour toucher un plus grand nombre. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amri, a reçu hier l'ambassadeur de la République populaire d'Éthiopie, Shamibo Fit Mou. Les discussions entre le ministre et l'ambassadeur ont essentiellement porté sur la régulation de la main-d'œuvre éthiopienne travaillant à Djibouti. Les cadres du ministère du Travail, le secrétaire général du département, Abdelali Mohamed, ainsi que le directeur général de la NIFIP, Hussein Ismail Aden, ont participé à cette réunion.
La réunion donc de travail fait suite à une précédente rencontre qui portait sur la régularisation en permis de travail. Les sociétés représentant des transporteurs et des opérateurs des compagnies pétrolières du site Horizon Port. Également dans l'actualité, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a présidé hier la cérémonie d'inauguration du forage Kudikoma à Hanlé, construit dans le cadre du projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti ». Il a été accueilli à son arrivée par le préfet de la région, Mohamed Chekho, le vice-président du conseil régional, Ebo Mohamed Ebo, le commandant des corps de l'armée, colonel Idriss Omar Alaye, et les chefs coutumiers, ainsi que les communautés agricoles. Ce forage est le fruit des actions conduites par le département de l'environnement à travers le projet de mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. L'opérationnalisation de ce forage en le dotant du système d'exhorte fonctionnant aux panneaux solaires, la construction dans les semaines à venir d'un deuxième forage équipé en panneaux solaires dans la localité de Dinamali afin de répondre à la demande accrue en eau de la communauté locale, de leurs cheptels et de leurs jardins, ainsi que la réhabilitation du périmètre agropastoral de 8 hectares de Kudikoma effectué par 6 entreprises de la région font partie des réalisations du ministère de l'Environnement. Dans son intervention, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a remercié tout d'abord les autorités de la région pour l'accueil chaleureux et fraternel, et on a ensuite rappelé que ce nouveau forage, qui a un débit de 70 mètres cubes, va alimenter en eau et rendre indépendant le périmètre agropastoral de 10 hectares de cette localité, ainsi que le développement du nouveau périmètre agropastoral. Il a mis en exergue le fait que la mise en œuvre des activités du projet va contribuer, conformément à la politique conduite par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et vulnérables en leur offrant les opportunités pour créer des activités génératrices de revenus et qui permettront de booster l'économie locale. Je le disais en titre, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mounari Soumana-Dana, a organisé hier un atelier de validation de la stratégie nationale de la protection sociale à l'Institut des études diplomatiques et en présence des nombreux partenaires sectoriels, des partenaires au développement et des représentants de la société civile. Et on fait le point avec vous sur ce plateau. Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir. Et comme vous le dites, donc, cette nouvelle pour objectif la prévention, mais aussi la protection du capital humain, un facteur donc lié à la contribution à l'édification d'un modèle social de société objectif éminemment donc politique de la vision 2035. Et à l'instar d'autres pays en développement ASMA, notre pays développe sa protection sociale en déployant un certain nombre de modes d'intervention, en particulier les programmes de transfert monétaire et quasi monétaire et les programmes d'inclusion socio-économique tels que la promotion de la microfinance, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Cette stratégie donc vise pour vocation à couvrir l'ensemble des populations. Pour ce faire, elle se doit de prendre en considération certaines donc souches vulnérables de la population en révisant les formules et méthodologies de cyclage employées pour les inclure dans un cadre de registre social plus humain. En outre, des efforts pour la mutualisation des travaux entre le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS sont à développer pour créer des synergies nécessaires entre services publics et surtout donc intégrer des données du registre avec des fichiers ASMA d'identification nationale du département de l'Intérieur dans le respect des règles de confidentialité et de préservation des données personnelles. Objectif donc essentiel est de promouvoir la création de socles nationaux de protection sociale et de mettre en place un système complet de couverture sociale cohérent et coordonné tout en garantissant la protection universelle
entre les risques sociaux tout au long donc du cycle de vie de chaque individu. Les guichets sociaux et le registre social constituent des outils importants de cette nouvelle stratégie qui permettront entre autres d'assurer au service public, donc un service public de qualité. Et la stratégie de protection sociale a pour vocation à couvrir l'ensemble donc de la population. Ces mots sont de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales. On l'écoute. Engagée depuis les années 2000 dans la dynamique de réduction de la pauvreté, la République de Djibouti adopte des stratégies successives dont le cadre de lutte contre la pauvreté, l'initiative nationale de développement social et la plus récente étant la stratégie nationale de protection sociale filets sociaux qui prend fin cette année. L'objectif principal de cette dernière stratégie était de mettre en place un dispositif efficient de protection sociale de type filet de sécurité destiné aux populations vulnérables mais qui ont échappé jusqu'à ce jour tant aux mesures d'urgence qu'au système classique de sécurité sociale. Cependant, tirant des leçons de cette situation et projetant même de l'inverser, la vision 2035, initiée en 2014 par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et qui a inscrit l'approche du développement dans le long terme, a défini des ambitions pour la croissance économique en même temps que pour la protection sociale. Cette dernière devra ne plus être considérée comme un substrat de la croissance, mais comme un objectif national avec des seuils à atteindre. En termes de lutte contre la pauvreté, d'atténuation de l'impact des inégalités et la promotion du capital humain en général. Dans cette dynamique, la protection sociale des populations pauvres et vulnérables est demeurée à l'État malgré la mise en œuvre des programmes pertinents, tels que le Programme national de solidarité famille, le Programme d'assistance sociale santé, les filets de sécurité et ou les programmes d'autonomisation socio-économique, tels que les institutions de microfinance et le développement de l'économie sociale et solidaire. Devant cet état de fait, et pour préparer le cadre de stratégie de protection sociale 2018-2022, un long processus de diagnostic fondé sur le dialogue et la concertation a été réalisé avec les acteurs institutionnels, les associations, les organisations du système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers depuis les assises de l'action sociale organisées le 25 et le 26 janvier 2017. À cet effet, l'adoption d'un socle national de protection sociale, comme défini dans les recommandations de l'OIT, à laquelle a souscrit notre pays, est nécessaire pour apporter une réponse structurée, fondée sur les droits humains. Et un mot en sport à présent. Sous l'égide de la FIFA, des arbitres venus de l'Algérie, du Bénin, de la Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, des îles Comores, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Guinée, du Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie sont en stage de formation du 8 au 13 novembre au Sheraton Hotel. Ce stage qui se tient donc pour la seconde fois à Djibouti vise à mettre à niveau les connaissances des arbitres au regard de l'évolution des lois de jeu. Le président de la Fédération djiboutienne de football, qui est également président de la commission d'arbitres de la Confédération africaine de football, Hassan Waberi Suleiman, le président de la commission d'arbitres djiboutienne, Mohamed Momin, ainsi que les instructeurs physiques et techniques du Mali et de la Tunisie en préparent à cette cérémonie de stage. Concernant aujourd'hui, dont l'ouverture vient d'être faite tout à l'heure par le président de la Fédération djiboutienne de football, s'inscrit dans le cadre d'un grand projet que la FIFA anime depuis presque une dizaine d'années, qu'on appelle la formation des formateurs. Donc, bon, comment on appelle ça encore? Djibouti vient d'être pour la deuxième fois abrité ce cours-là, ce cours important qui regroupe des instructeurs, femmes et hommes, physiques et techniques des pays francophones d'Afrique. Donc c'est ça un peu le but de notre présence ici. Et le but aussi c'est de mettre au même diapason les instructeurs au même niveau que les arbitres qui sont en charge d'encadrer. Donc c'est le but de ce séminaire qui va se dérouler d'ici à mardi prochain, Inch'Allah. Une cérémonie de clôture de formation sur la mécanique des moteurs a eu lieu à la base militaire italienne à Djibouti. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de la pêche,
Darar et le commandant de la base italienne. L'objectif de la formation était de former les jeunes pêcheurs sur la mécanique et la réparation des moteurs des bateaux. La session de formation a été dispensée par la coopération militaire civile italienne stationnée à Djibouti. La cérémonie a été clôturée par la remise des certificats aux participants qui sont venus d'Obok, de Tadjoura et d'Arta. Ils ont reçu leur certificat de la participation des mains du directeur de la pêche et du commandant de la base. Le directeur de la pêche, Ahmed Deladjibé, dans son intervention, remercie le commandant de la base pour l'accueil qui lui a été réservé et l'appui technique. Dans le reste de l'actualité, l'association des jardiniers de Landa a organisé une réunion d'information et de sensibilisation pour les agro-éleveurs de la région de Tadjoura afin de les informer sur l'ouverture d'une boutique d'intrants agricoles et de l'élevage à Tadjoura, mais aussi sensibiliser les agro-éleveurs de la région sur l'importance de cette boutique. L'association des jardiniers de Landa s'est dit satisfait de cette action menée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la FAO, qui s'inscrit dans la lutte contre la résilience et la sécurité alimentaire, va largement soutenir le secteur et aura un impact positif sur le quotidien des agro-éleveurs. De son côté, le directeur régional du ministère de l'Agriculture a félicité l'association et a indiqué que cette boutique va offrir toutes sortes de soins médicaux au bétail, mais aussi toutes sortes de semences et des pesticides pour les agriculteurs. On reste toujours à Tadjoura. Une équipe du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la région dans le cadre de la sensibilisation des associations et des élus locaux sur les enfants à besoins spéciaux. À cet effet, un atelier de communication sur l'identification des enfants à besoins spéciaux a eu lieu hier dans l'après-midi pour les élus locaux et donc ce matin pour les associations des handicapés et autres associations œuvrant dans la région de Tadjoura. Objectif, communiquer aux responsables administratifs ainsi qu'aux associations de la région la nécessité de recenser les enfants à besoins spéciaux et les informer des différents handicaps. Étant donné que les élus locaux et les associations sont les plus proches de la population, le ministère de la Femme et de la Famille compte sur leurs implications afin d'obtenir un très bon résultat. L'atelier fut également l'occasion de présenter la politique du gouvernement aux participants ainsi que les différentes réalisations en faveur des enfants à besoins spéciaux. À la fin de cet atelier, il y a eu donc un échange et des débats sur la problématique des enfants handicapés et sur l'importance de recenser les enfants à besoins spéciaux dans la région. Et les élus locaux et les associations ont confirmé leur engagement de bien coopérer avec le ministère sur la sensibilisation et le recensement des enfants à besoins spéciaux. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous. C'est Matal Saïd, bonsoir. Bonsoir Asma. Et en Catalogne, la présidente du Parlement de Catalogne, inculpée pour rébellion suite au vote par cette assemblée d'une déclaration d'indépendance. Elle a quitté aujourd'hui la prison où elle a été écrouée après le versement d'une caution, a-t-on appris selon des sources du ministère de l'Intérieur catalan. Oui, l'information vient de tomber. Carmen Forcadell n'aura pas passé qu'une nuit en cellule dans la prison de Alcalá, près de Madrid. La présidente du Parlement catalan a versé près de la caution de 150 000 € exigée par la justice espagnole. Dès les premières heures, elle avait compté l'un des bulletins des élus lors du scrutin du 27 octobre en faveur de la sécession. Pour sa défense, elle a expliqué qu'il n'avait pas le pouvoir d'interdire un vote. 4 autres élus catalans est attendu plutôt hier à Madrid, ont laissé en liberté, mais sous condition. Elle a une semaine pour s'acquitter d'une caution de 25 000 €. Carmen Forcadell sera placée sous contrôle judiciaire impliquant la remise de son passeport, l'interdiction de sortie du territoire espagnol et l'obligation de se présenter une fois par semaine devant un juge. Pour rappel, Asma, elle est poursuivie dans l'enquête pour rébellion, sédition et malversation suite à la déclaration de l'indépendance de la Catalogne. Carmen Forcadell avait été placée en détention hier soir sur l'instruction d'un juge de la Cour suprême. Les parlementaires évitent donc la détention provisoire à la différence de 8 ex-ministres du gouvernement séparatiste catalan, 2 des dirigeants associations indépendantistes incarcérés près de la capitale espagnole. Et à l'étranger, toujours le président français Emmanuel Macron a effectué hier soir une visite surprise à Riyad où il s'est entretenu avec le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman sur fond de nouvelles tensions entre Riyad et Téhéran depuis le week-end dernier.
Oui, le président français a effectué hier soir une visite surprise en Arabie Saoudite. Emmanuel Macron est arrivé hier soir au Riyad pour une visite de 2 heures. Et le président français a annoncé plutôt sa venue en Arabie Saoudite quelques heures plus tôt alors qu'il se trouvait aux Émirats Arabes Unis. Le prince héritier Mohammed bin Salman et Emmanuel Macron ont échangé longuement sur l'importance de préserver la stabilité de la région, lutter contre le terrorisme et surtout travailler à la paix, rapporte l'Elysée dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Durant la rencontre, ils ont passé en revue les relations franco-saoudiennes, les partenariats stratégiques entre les deux pays et discuté des possibilités de développer encore la coopération bilatérale dans le cadre de la vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite. Le Liban au milieu des discussions. Leur entretien a également porté sur la situation du Liban. 5 jours après la démission du Premier ministre Saad Hariri, le président Emmanuel Macron a rappelé l'importance que la France attache à la stabilité et la sécurité, la souveraineté et l'intégrité du Liban. Peut-on lire dans la communiqué de l'Elysée. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé sa démission à Riyad dans une allocution télévisée enregistrée. Saad Hariri avait dit craindre sa vie et l'accusé l'Iran et le Hezbollah chiite de s'aimer le discorde dans la région. Merci Samantha Saïd pour toutes ces précisions et c'est sur ce point que se referme ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.